il y a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que c'est tellement innovant, c'est des propositions très différentes. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai l'impression que nos entreprises françaises, elles ont du mal à casser ces codes, à prendre une vision plus globale. Je trouve très intéressant le fait qu'il y ait les Happy Men. Voilà, c'est que l'approche, elle soit vraiment complémentaire. On a des réseaux de femmes, il y a Eve, il y a des actions qui sont faites, hein, il y a une volonté, mais aujourd'hui, ça ne marche pas vraiment. On a du mal à ça décolle. Parce que, effectivement, pour faire carrière, c'est compliqué, c'est encore des stéréotypes d'hommes, de management, tout ça. Et je trouve que ça mérite d'être projeté, de montrer d'autres modèles, c'est super. Merci. Ouais, bravo. Oui, oui, voilà. Oui, non, moi c'est juste une émotion. Je trouve ça super ce film parce que ça donne espoir, surtout quand on va dans les autres pays, en Islande, etc. En même temps, ça fait peur parce que sur plein de sujets, on voit des résistances encore très très fortes. Cette femme chef d'orchestre qui n'arrive pas à être recrutée, je trouve ça affolant. J'ai cru comprendre que vous avez eu des problèmes de budget, de sponsoring aussi. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Avec une femme à la tête de France Télévisions, je ne comprends pas. Voilà. Maintenant c'est super. Enfin, après, il faut travailler. Et je pense que, comme on l'a vu en Islande, le balancier, il n'arrête pas d'aller et revenir. Donc, il faut lutter tout le temps et dialoguer tout le temps. Et je crois que c'est un bon espoir, ce que vous avez donné. Merci. Très bien. Alors moi, je suis une femme et j'arrivais avec beaucoup de doutes et de scepticisme. En fait, j'avais peur qu'on en reste à une question de genre et je voulais vous remercier parce qu'en fait, on a parlé d'humanité, celle d'aujourd'hui, celle qu'on veut faire ensemble. Et moi, le mot que je retiens, c'est le mot ensemble. Donc, merci. Moi, c'est plus le côté esthétique du film. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de douceur et esthétiquement, qu'il y avait vraiment quelque chose, aussi bien dans les paysages que dans le travail filmographique, on va dire. Mais j'ai beaucoup apprécié. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le sujet, c'était les femmes. Je ne pense pas, parce qu'on connaît votre premier documentaire déjà. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette façon de filmer. Alors, moi, c'était un grand merci. Pour œuvrer pas mal avec les Happy Men au sein de la SNCF, via SNCF au féminin. Un grand merci parce que c'est une source d'inspiration extraordinaire, votre film, de plein de choses qui sont possibles ailleurs et surtout le fait qu'il y ait un regard croisé qui est de se dire finalement les femmes elles ont aussi des tas de stéréotypes vis-à-vis des hommes. Et qu'il n'y a qu'en travaillant de façon conjointe qu'on peut arriver à travailler. Je trouve le témoignage de cette dame en Angleterre qui a créé sa boîte qu'avec des nanas et qui se retrouve à un moment donné confrontée au fait de devoir intégrer des hommes dans une boutique de femmes, ce qui, à titre perso, en étant DRH, est à peu près mon quotidien pour mes équipes. Je trouve que c'est super parce que voilà, je pense que le genre, il est des deux côtés. Et qu'il n'y a qu'ensemble qu'on arrive à faire bouger les lignes. Merci. Bon, c'est chouette quand même d'avoir ce retour. Je trouve on n'avait pas anticipé ça, mais je trouve que c'est bien que chacun puisse comme ça réagir spontanément et puis dire voilà ce qu'il a aimé, ce qu'il a ressenti en regardant le film. Alors peut-être même la question du monsieur. Porter un peu sur l'histoire en fait de ce film. Peut-être Martin, je commence avec vous sur pourquoi ce film, parce que comment il est arrivé. Alors, en fait, j'avais fait un film il y a 2 ans qui s'appelait Le bonheur au travail. Et en fait, c'est vrai qu'à la fin du film, je voyais qu'il y avait la seule chef d'entreprise femme, c'était une Américaine. Et en fait, finalement, dans le domaine du bonheur au travail, on n'a jamais parlé des femmes. Jamais. Jamais des problèmes de genre, jamais de problème. C'était un problème qui n'existait pas. Et donc voilà, je me suis dit, il y avait un truc à faire là-dessus, qui serait peut-être une espèce de suite du bonheur au travail. D'ailleurs, au début, on l'a appelé le bonheur au travail au féminin. Puis après, on s'est dit, non, on ne peut pas faire le bonheur au travail au féminin, parce que
c'est sexiste. Donc du coup, on a changé de nom, on appelait ça Le travail à Dilinsex. Voilà, c'est France 5 qui m'a donné le nom parce qu'on a vraiment cherché un titre longtemps et ils ont eu cette idée. Je trouvais ça formidable. Maintenant, je reviens un peu à la question de monsieur tout à l'heure. C'est assez cocasse parce que ce film, en fait, on l'a fini en mai dernier et les premiers à le diffuser, c'était les Canadiens qui l'ont diffusé le 1er mai, tout frais sortis du four. Et en fait, au Canada, c'est un film qui n'aura aucun succès parce que c'est plutôt regarder comment ils sont arriérés. Parce qu'en fait, au Canada, ils sortent à 5 heures, les réunions après 5 heures, c'est interdit. Les congés parentaux sont absolument gigantesques et partagés. Enfin, tout le système social est organisé pour avoir un système qui soit beaucoup plus équilibré en faveur des gens et de la vie privée des gens, qu'ils soient hommes ou femmes. Et ça, on est très retardataire par rapport à ça, quoi. Donc, je pense que ça, c'est déjà un aspect important à souligner, c'est qu'on est en retard, quoi. Voilà. Donc après, effectivement, je trouvais que c'était important de montrer l'entreprise de Michel Hervé, de Hervé Thermique, parce que justement, c'était intéressant de montrer comment une autre organisation, comme celle d'Hervé Thermique, c'est-à-dire de travailler en petites équipes de 15 personnes maximum ou 15-20 personnes maximum, ça permet de parler de ça. Mais peut-être Michel en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, on va peut-être donner la parole à Michel, mais peut-être je vais faire déjà un premier tour de table, déjà en demandant à Clémence comment en fait aussi vous êtes rentrée dans cette aventure, parce que vous êtes co-auteur du film, et je trouve que c'est aussi, bon, pour le public, toujours intéressant d'avoir un peu l'histoire du film, comment on est arrivé à ce film, comment vous êtes rentré dans l'aventure, et qu'est-ce qui a fait finalement que cette histoire de documentaire a résonné avec votre background. Je crois que vous êtes philosophe, vous m'avez dit, de formation, écrivain. Oui, alors moi j'avais commencé à travailler, j'avais travaillé un petit peu avec Martin sur le bonheur au travail, donc naturellement j'ai commencé à lire le projet au début. Et puis il se trouve que ça arrivait au moment où je venais d'avoir une petite fille. Et je découvrais parallèlement qu'en effet j'étais une femme et que moi qui me croyais l'égale des hommes, c'était pas si simple que ça avec un enfant. J'avais jamais été confrontée à un sexisme. Je travaille, donc je suis écrivain, et je conseille des auteurs, donc je travaillais dans un milieu qui était même assez féminin, l'édition, puis après directement avec des auteurs, j'avais jamais rencontré ce problème-là. Et puis après, il a fallu partager les tâches à la maison avec un enfant, savoir qui allait le garder, toute cette organisation-là. Et puis, bah oui, c'était moi la maman, en fait. C'était moi qui étais désignée d'office pour laisser mon travail de côté, parce que j'allaitais, parce que, etc., etc. Et donc, il a fallu inventer une manière de travailler avec un enfant, de trouver un équilibre dans une famille, avec un conjoint qui travaillait aussi, et donc d'inventer un travail de maman, en étant à la fois, en essayant toujours de faire mon métier et de rester une maman. Parce que je ne pense pas que... Voilà, pour moi, c'était... je voulais sauvegarder et ma féminité et mon travail. Merci. Alors, moi, quand j'ai re-regardé le film ce soir, je me disais naturellement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement de la responsabilité des femmes d'aller vers les environnements qui sont positif pour elle. En fait, je ne me suis pas fait la remarque la première fois que j'ai vu le film, mais la deuxième fois, je me suis dit, mais en fait, finalement, aujourd'hui, on voit les enjeux de la marque employeur, et je me tourne vers Véronique Joly, l'enjeu pour les entreprises aujourd'hui d'arriver à être quand même attractive en termes de bonheur au travail globalement. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas aussi du rôle de la femme
de choisir aussi de ces environnements où elle pourra peut-être avoir plus de chances de s'épanouir que dans certains. Alors, commencez chez Covea et quelle est votre politique dans le domaine? Parce que c'est intéressant, vous êtes un groupe de grande ampleur en termes de milliers de collaborateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans votre groupe. Donc, c'est intéressant peut-être de nous raconter un peu la politique dans le domaine. Alors très rapidement, vous évoquez Covea, effectivement, c'est sur le sol français un peu moins de 22 000 collaborateurs et c'est la réunion de 3 marques qui sont culturellement assez différentes. Et donc dès qu'on adresse la culture, on parle aussi des hommes et des femmes, donc de GMF, MMA et MAF. Et qui gère à peu près un portefeuille de 11 millions de sociétaires. Alors culturellement, effectivement, il faut attirer les talents. Alors moi, je trouve que c'est quand même un sujet qui clive, cette histoire d'égalité homme-femme. Et à chaque fois qu'on y va la fleur au fusil, on se dit ouf, c'est pas finalement un si bon sujet RH que ça. Pour autant, le groupe Covea, c'est 65% d'emplois féminins, qui n'est pas encore totalement exemplaire dans sa répartition de ces emplois-là sur tous les étages de la fusée de la gouvernance. Et donc, on travaille à expliquer que nous sommes sur une trajectoire de progression, que c'est une continuité par rapport à ce qu'on souhaite faire. Et pour autant, il y a quand même du frottement interne. Il y a du frottement interne. Et moi, donc, je réagis un petit peu au film que je découvre et que je trouve effectivement stimulant et en même temps, par moments, évidemment, ça met en colère, c'est un peu énervant. Donc il y a cet aspect très... vous m'interrogez sur la marque employeur que vous relevez aussi à travers les propos de Patrick Chernitzky, qui est de dire, finalement, ces femmes, elles sont diplômées, elles sont intelligentes, elles sont contributives. Donc se priver d'elles, c'est se priver de nos potentiels, ne pas être attractif pour recruter les potentiels de demain, et donc quelque part ça adresse la performance, donc ça on le voit bien. On se dirait bêtement, s'il suffit que de ça, pourquoi on ne le fait pas? Après il y a toute la logique, alors je trouve formidable ce qu'Hervé Thermique fait, mais en même temps c'est un tel idéal, c'est-à-dire qu'il faudrait arriver à la maturité du management et du collaboratif pour enfin donner une place partagée à tous les acteurs, et on voit cette femme chef d'orchestre aussi qui finalement doit prendre les clés de son indépendance pour animer dans une très belle maturité la parité. Mais donc on se dit ça c'est un idéal, s'il faut attendre cet idéal du management partout pour respecter donc l'égalité homme-femme. Bon. Après l'épisode sur la zone privée, hein, le partage du temps privé et de cette femme qui est en charge de la région Pyrénées avec son mari, ça fait écho, je pense, à pas mal de femmes qui travaillent. Et donc l'entreprise, elle doit aussi parler du privé et de cette égalité du temps et de la qualité de vie au travail. Donc on voit bien qu'il y a cette zone-là aussi. Donc vous m'interrogez en tant qu'employeur, on raconte une histoire aussi sur un équilibre interne qui doit parler aux hommes et aux femmes, mais enfin on voit bien que quelque part on essaie d'être raccord avec les 2 premières pièces du Pulse. Et puis alors, moi je trouve savoureux l'histoire de l'Islande, parce qu'en fait ça parle de gouvernance où on va chercher les femmes en temps de crise. Et après, elles rendent les clés symboliquement quand le job est fait, ça, c'est pas mal. Et puis au final, on se dit, est-ce qu'on doit encore attendre 3 siècles ou on y va? Donc, en fait, je trouve que c'est stimulant et c'est parfois énervant. Donc, en tant qu'employeur, on raconte des histoires plus lisses. Et pour autant, pour faire bouger les lignes en interne, parce que c'est quand même compliqué, il faut être très volontaire. Donc, finalement... personne ne veut être piégé sur des logiques de quotas. Je sais que pour autant, c'est ça qui fait bouger. Et finalement, dans la marque employeur, on raconte une logique d'équilibre interne qui parle aux hommes et aux femmes, et elles sont majoritaires dans le groupe. On parle aussi de volonté d'amélioration. Je vous parlais de trajectoire. Et effectivement, il faut factualiser, parce que ce qui n'est pas chiffré, ce qui n'est pas formalisé ne se voit pas. Il faut se donner des objectifs chiffrés pour améliorer la donne, parfois avec une certaine confrontation interne, parce que ça n'est pas un sujet consensuel, voilà, même pour une entreprise. D'accord. Alors je pense qu'on va revenir sur ce point, parce que c'est vrai que là on est vraiment sur une question... vous aviez une question, madame? Non, d'accord, ok. Sur cette question, j'aimerais qu'on y revienne, mais peut-être pour finir un petit
tour de table un peu introductif, laisser la parole maintenant à Robert Collard en lui posant, vous qui avez quand même travaillé au sein du groupe Pool, mais aussi au-delà dans d'autres entreprises, est-ce que finalement la mixité, l'égalité homme-femme est un bon point d'entrée pour réellement susciter l'intelligence collective? Est-ce que c'est un bon point d'entrée ou est-ce qu'il y a d'autres points d'entrée? C'est-à-dire que la question de monsieur sur la coopétition, est-ce que c'est une valeur véritablement reliante à votre sens ou est-ce qu'il y a d'autres manières de créer, de susciter finalement ce bonheur au travail? Effectivement, je pense que c'est une bonne porte d'entrée, mais je pense que ce n'est pas la seule porte d'entrée. Je pense qu'il faut peut-être aller aussi un peu plus loin et vraiment travailler la diversité, donc la diversité culturelle, pas simplement des genres. Il y a une autre porte d'entrée aussi qui est assez intéressante et qui bien souvent n'est pas présente dans les entreprises, qui est le concept d'égalité intrinsèque. C'est-à-dire que bien souvent dans les entreprises, certaines personnes sont plus importantes, d'autres vraiment moins importantes. Le concept d'égalité intrinsèque dit qu'en fait, on a tous la même importance. Donc, si je peux donner un exemple très simple, quiconque je croise dans l'entreprise, je lui dis bonjour, quel que soit son poste ou son rang. Donc, je pense que la mixité, c'est très important, mais il y a aussi d'autres portes d'entrée. Et puis, elle pose aussi cette question de dans quel monde voulons-nous vivre, en fait, on voit bien l'exemple de l'Islande. Voilà, ils ont posé quand même certains actes courageux. Voilà le monde dans lequel on veut vivre. Et c'est vrai que personnellement, je trouve qu'un monde où en fait on est beaucoup plus dans la mixité, c'est un monde beaucoup plus équilibré. Voilà. Merci. Alors peut-être j'ai envie de donner la parole à Michel Hervé. C'est vrai que ce que vous faites à plein de titres, d'ailleurs, parce que votre action, elle est remarquable, remarquée dans le domaine à la fois en tant que maire d'Épernay, puis également en tant que patron d'une entreprise vraiment emblématique. Alors finalement, quelle a été finalement un peu la recette de cette atmosphère, de cette ambiance, de cette intelligence collective? Comment en fait elle vous est venue en fait, Est-ce que la question finalement de la mixité est un point de départ dans les dynamiques que vous avez suscitées? Non, pas du tout. C'est un point d'arrivée. C'est-à-dire que ce dont on va avoir besoin de plus en plus, c'est d'innovation collective, parce qu'on a de l'intelligence artificielle et au-delà de l'intelligence artificielle, ça sera l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité de fraternité entre des gens qui sont différents. Et je parle de la singularité. Alors la première singularité homme-femme est évidente. Et donc c'est cette singularité qui va favoriser d'abord un esprit de fraternité qui va permettre de faire du don et du contre-don, comme on faisait au néolithique, à cette époque. Et puis en même temps, de sortir de l'économie de compétition pour arriver à justement cette coopération entre de la diversité des singularités pour faire innovation. Et donc là, ça nous donne du produit de rareté, et comme tout produit de rareté, il est vendu plus cher que le PIB traditionnel dont on parle tout le temps. Donc là, je parle en tant qu'économiste. Mais bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que l'aventure économique est doublée d'une aventure sociologique. Parce qu'on a bien sûr du bonheur d'avoir, mais aussi on a du bonheur d'être quand on est en liberté. Et on a surtout un troisième bonheur qui est le bonheur d'aimer et d'être aimé quand justement on est en harmonie avec des gens qui sont différents de nous. Et donc c'est cette mise en harmonie, ce sentiment qu'en commun on fait plus que seul, qui donne une force considérable. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi évident que ça, parce qu'après il y a une autre dimension où j'espère qu'il y aura des films un jour sur l'éducation, parce que c'est aussi dans la psychologie. Il y a des individus qui, malheureusement, sont dans l'anxiété et donc ils ont besoin de leaders. Il y a des individus qui sont dans la duplicité et puis il y a des individus qui sont dans l'assertivité. Et c'est cela, que nous essayons de développer
pour que ces individus aient confiance en eux à travers d'abord un autocontrôle, à la fois dans le temps et dans l'espace, et puis en même temps une capacité à avoir obligatoirement confiance dans les autres. Quand on a confiance en soi, c'est très facile d'avoir confiance dans les autres. Et donc le fait d'être en harmonie avec des genres différents ou avec des cultures différentes, ça donne une force considérable. Alors, moi, j'avais envie de poser la question à votre philosophe. Alors, je ne sais pas si c'est un philosophe dédié au groupe Hervé ou si c'est un philosophe indépendant qui vient aider le groupe Hervé à philosopher. Mais est-ce que finalement, qu'est-ce que vous, en tant que philosophe, vous avez ressenti finalement des collaborateurs du groupe Hervé? De votre côté, est-ce que vous avez senti des gens peut-être plus ouverts, est-ce que vous avez repéré des qualités qui font que, voilà, au sein du groupe Hervé, il y a peut-être des gens qui sont plus ouverts, plus à l'écoute de la différence, de la singularité des uns et des autres, qui pourraient expliquer un cadre peut-être plus bienveillant? Oui, parce que j'ai observé, moi, très, très modestement, c'est un goût, alors effectivement, premièrement pour la singularité, j'observe des personnes qui ont du caractère et qui n'hésitent pas à s'affirmer différents des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus capital quand on évolue dans un environnement dans lequel on vous demande de prendre des décisions collectives. Parce que quand on vous demande de prendre une décision collective, le grand risque, c'est le conformisme. C'est le fait de vouloir ressembler aux autres. Et dans ce cas-là, on va prendre de mauvaises décisions. Il n'y aura pas d'intelligence collective qui va présider à la décision collective. Et donc, il y a avant tout des gens de caractère. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Juste un petit mot moi, sur le film. Quelque chose qui me paraît toujours paradoxal, c'est que de même qu'aujourd'hui, on feint de redécouvrir que la liberté est un moteur essentiel de l'action humaine et que donc, dans des organisations, donner plus de place à la liberté est quelque chose de fondamental, eh bien, on feint aussi, me semble-t-il, de redécouvrir que la diversité, et donc la mixité est l'une des composantes de la diversité, que la diversité est l'une des dimensions essentielles, capitales de la vie en général. On le voit à l'échelle de la planète, mais c'est également le cas dans les organisations. Sans diversité, il n'y aura pas d'innovation. Et donc, ça me semble être une donnée tellement évidente qu'elle crève un peu les yeux. Oui, mais je peux aussi me faire l'avocat du diable et dire que trop de diversité tue l'efficacité. Alors moi, dans le sens où dans les écosystèmes innovants, on sait aussi que trop de diversité peut rendre difficile le dialogue, la décision, l'efficacité. C'est un argument. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que finalement, il faut comment créer une harmonie? Oui, attention, parce que pour prendre une décision, c'est plus long que lorsque vous décidez tout seul. Mais ensuite, la mise en application de cette décision est beaucoup plus courte. Et quand on fait la somme à la fois du temps de la décision plus du temps de l'application de la décision, on s'aperçoit que ce n'est pas plus long quand on passe du temps à préparer la décision et ensuite que tout le monde est complètement d'accord avec ça. Et donc, elle est mise en application extrêmement vite. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit un handicap, si vous voulez, là, je parle en tant qu'économiste, de ce point de vue-là. Alors, sur la question, quand même, j'aimerais poser la question peut-être à Brigitte, si elle accepte. C'est que, bon, tout ça paraît très bien. Voilà, on sent qu'on a autour de la table des gens très bienveillants, très acquis à cette conscience, en fait, de cette nécessité d'égalité homme-femme qui œuvrent chacun à leur niveau. Mais quand on voit quand même les données, et j'ai beaucoup apprécié dans le film quand même d'avoir nos données, les statistiques remis un petit peu en perspective, on est quand même loin du compte, notamment en France. Donc moi, ma question, c'est, j'ai travaillé dans plusieurs pays dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de spécifique à la France, et comment vous voyez finalement l'avenir? Est-ce qu'il ne faut pas en passer par justement des critères, des standards légaux pour faire avancer les choses?
Oui, alors pour répondre, je voudrais d'abord dire pour moi ce que représente ce film, parce que c'est la première pierre à la réponse. C'est qu'en fait, la bataille de l'égalité, c'est beaucoup une bataille culturelle. C'est vraiment aussi une question de mentalité. Et je crois qu'il y a deux vertus extraordinaires à ce film. C'est d'abord que ça présente des modèles aspirationnels, des modèles identificatoires formidables, et on a besoin de ça. On a tous envie d'être l'astronaute, on a tous envie d'être cette femme extraordinaire en Angleterre. Autrement dit, on a envie de s'identifier à des modèles, et ça, c'est d'autant plus important qu'en plus, ce qui est, je crois, un des fils rouges de ce film, c'est la notion d'équilibre. La notion d'équilibre des temps, l'importance de la parentalité à intégrer dans la vie de l'entreprise, l'équilibre entre les hommes et les femmes, et ça, je crois que c'est quelque chose de central, et puis aussi l'équilibre au niveau de la gouvernance, sans rentrer évidemment dans le piège de la complémentarité, c'est-à-dire qu'on veut des hommes et des femmes avec une sorte de modèle androgyne à la tête des entreprises. Non, les compétences n'ont pas de sexe, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, et on le voit bien avec les modèles. Mais en même temps, il y a des résistances et des archaïsmes extraordinairement forts qui jouent comme une sorte de dissolvant et de dilution des politiques publiques. C'est-à-dire que les politiques structurelles mises en place sont en quelque sorte diluées par les stéréotypes de sexe. Et lorsqu'on regarde comment ça fonctionne pas seulement dans l'image que l'on a du masculin et du féminin, dans les relations interpersonnelles. Ça fonctionne dans les systèmes de classification des emplois, où les métiers majoritairement féminins sont sous-évalués par rapport aux métiers majoritairement masculins. Ça fonctionne dans les process RH, où il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'un entretien d'évaluation avec une femme ne se passe pas de la même façon qu'un entretien d'évaluation avec des hommes, que l'intelligence artificielle est en train de cautionner par une sorte de vernis scientifique la permanence et la persistance de stéréotypes dans les évaluations, dans les modèles prédictifs, etc. On voit bien que partout, il va falloir aller gratter les stéréotypes de sexe et mettre en place des mesures un peu coercitives. C'est-à-dire qu'à la fin de ce film, qui est une formidable ouverture au rêve et au fait, à l'assertivité, et au fait que tout est possible et que nous le voulons, et que nous voulons faire ça dans des organes collectifs pour améliorer l'intelligence collective. En même temps, les résistances et les freins de la réelle politique font qu'il va falloir mettre en face des quotas, des mesures contraignantes, d'appliquer la loi, de faire des sanctions, tout en accompagnant et en disant tout ça, ça le vaut bien. Puisque vous voyez comment ça se passe quand la mixité rentre, et une mixité accompagnée. Parce que, vous savez, même les Canadiens, ils ont beaucoup joué sur la mixité, mais aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur le maintien dans l'emploi. Ils arrivent à mettre des femmes dans le bâtiment, puis au bout de 5 ans, elles partent. Elles partent parce que le sexisme est trop fort. Donc, on voit bien que là aussi, il y a vraiment des politiques structurelles et aussi des politiques culturelles à mettre en place pour précisément que ce rêve advienne. Mais ce film a vraiment cette magie de nous aspirer vers un modèle de vie et de société que l'on veut. Et ça, franchement, c'est rare. Et c'est pour ça qu'en face, on se dit, on va mettre les bonnes politiques publiques, qui ne marchent jamais complètement à 100%, on est bien d'accord, on n'arrête pas de faire du bricolage et du kit, et du Lego, des politiques d'égalité, mais ça nous pousse à dire, vraiment, ça vaut le coup. Alors, est-ce que vous partagez, je me tourne vers peut-être Clémence et Véronique, cet avis, comment vous voyez l'avenir finalement pour améliorer les choses, accélérer? Alors, c'est vrai que je veux bien rebondir parce que je pense que j'ai commencé ma réflexion en disant pas de quotas, surtout à compétences égales, promotion, donc les purs. En revanche, je souscris au cadre légal et on partageait avec Esperanza Duval-Galache qui est en charge de la diversité au sein du groupe Covea. Le fait d'aller, ne serait-ce que devant le conseil d'administration, parler du rapport de situation comparée hommes-femmes une fois par an, devant ses patrons, devant la direction générale et les administrateurs, expliquer ce qu'il en est, c'est-à-dire faire un sujet de reporting, négocier des accords et prendre des objectifs chiffrés maintenant sur le sujet,
sur une matière RH, donc une matière molle, hein, où généralement le pilotage n'encadre pas le genre. Mais malgré tout, ça donne un cadre. Alors, du coup, c'est hyper clivant, c'est-à-dire que là, il faut tout l'art quand même de la narration autour d'une marque employeur ou d'une posture RH pour que ça soit, que ça embarque les équipes et que ça donne une vision partagée, homme-femme, avec effectivement plein d'items autour du management, du vivre ensemble, de la parentalité, enfin. Mais finalement, ça pousse à l'excellence, hein, quand même, ce sujet-là, parce qu'au départ, il est plein d'écueils. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, je vois que les progrès que nous avons réalisés ont pris appui quand même sur ce cadrage légal. Le fait qu'on se soit mis des objectifs avec les partenaires sociaux, ben finalement, d'abord, ça ne rend pas suspect la DRH qui porte la politique, et ensuite, ça oblige. Et finalement, ça oblige à une certaine excellence. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc finalement, moi, j'ai bougé en quelques années sur le sujet. Parce que moi, je me demande aussi si, en faisant pas bouger le sujet à ce niveau-là, on risque pas non plus d'interpeller finalement l'homme en réaction finalement à cette promotion de la femme. Je pense notamment, il se trouve que bon, j'étais pas plus tard qu'il y a 4-5 jours à Pau, où j'intervenais à l'Aglo, donc ce fameux témoignage que j'adore, moi, très intéressant finalement du couple directrice générale adjointe de Pau, qui est d'ailleurs une agglomération. Toutes les directrices générales sont quasiment en grande majorité des femmes. Et donc nous avions discuté sur la question justement des femmes, d'avoir beaucoup de femmes parmi les managers, etc. Et un homme a expliqué, mais vous vous mettez à notre place, nous, du jour au lendemain, voilà, on se retrouve, il y a une majorité de femmes, on se retrouve face à une majorité de femmes, et il dit, j'adore les femmes, c'est pas le problème, mais il y a aussi la question de la qualification. Donc c'est ça que je trouvais très intéressant également dans le film sur la position des hommes. Il y a quelque chose que je trouve qui est important, justement, je rebondis ce que vous dites, mais moi, l'impression que j'ai finalement pour faire avancer la mixité, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai choisi l'entreprise Hervé Thermique dans le film. C'est parce qu'en fait, je pense que la structure des entreprises est très défavorable aux femmes. Parce qu'à partir du moment où on a ces entreprises géantes, en fait, les cadres, à partir du moment où les gens ne se connaissent plus et les gens fonctionnent par gros groupes et il n'y a pas de dialogue réel, en fait, c'est extrêmement difficile de changer les normes et les stéréotypes qui deviennent encore plus gros. Donc en fait, enfin moi ce que j'ai remarqué justement, notamment chez Poult, quand Robert y travaillait, c'était ou chez Hervé Thermique, où là, on s'aperçoit, bon, on est dans des entreprises de bâtiments, chez Hervé, donc dans le bâtiment où il y a effectivement une majorité d'hommes parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de femmes qui s'intéressent à ces métiers-là. Mais finalement, la structure de l'entreprise change la donne par rapport au reste de la société. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense que il y a un des intérêts des entreprises concertatives, qu'on appelle entreprises libérées, qu'on appelle de ces entreprises qui s'horizontalisent, c'est justement le dialogue direct et des rapports directs des gens qui donnent une réelle égalité dont parlait Robert tout à l'heure. Et voilà, je pense qu'il serait intéressant aussi de parler à Patrick Charniski, de voir aussi peut-être ce qu'il pense justement par rapport aux stéréotypes et comment on peut lutter contre les stéréotypes. Alors moi, je trouve que c'est intéressant, c'est parce que dans les grandes entreprises, c'est plus difficile de lutter contre les stéréotypes que dans les petites structures. Mais voilà. Merci Martin. Alors, deux choses. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que Brigitte Grésy a dit, parce que c'est extrêmement important de comprendre que en fait, depuis 20 ans, on est passé par 3 étapes. On est passé par d'abord une étape
très légaliste et punitif de non-discrimination. Et puis ensuite, on est passé à une étape où on s'est dit, maintenant que les gens sont rentrés et qu'on a de la diversité comptable, et c'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre la diversité comptable et statique, dans quelle mesure les gens sont structurellement différents les uns des autres dans un écosystème qu'est l'entreprise, on constate qu'effectivement, ça peut être plus compliqué, ça peut créer des conflits, et que donc il faut la mettre en mouvement. Puis ensuite, on est passé à une étape depuis peu de temps que tout le monde appelle inclusion, mais que personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Bon. Et en fait, les entreprises ont l'impression que le boulot sur la non-discrimination est fait. Et qu'on en a fini avec ça. Et que maintenant, on est sur quelque chose de plus sexy, de plus sympathique à défendre, qui est l'inclusion. Or, vous ne construisez pas une maison si les fondations ne sont pas saines. Et les fondations des entreprises ne sont pas saines. C'est intolérable dans toutes les entreprises d'avoir des CEO qui disent les femmes ont autant de compétences que les hommes, et d'essayer de convaincre tous les managers de proximité que c'est le cas si en même temps on maintient 10, 12, 15, 20% d'écart de salaire. Parce que ça s'appelle de l'injonction paradoxale, et que je ne peux pas être persuasif si j'ai pas des fondations solides, non discriminatoires, respectueuse de l'égalité des chances, respectueuse des vraies compétences, et en même temps aller trop vite sur le reste. Alors il faut faire tout en même temps, mais je suis convaincu qu'il faut vraiment être sur les bases et continuer à consolider les fondations, parce qu'on n'en a jamais fini tout à fait avec ça. La violence en entreprise, ça existe, le harcèlement, ça existe, il peut être psychologique, il est encore très très souvent physique. Et arrêtons de nous voiler la face en pensant qu'on en a fini avec ça, parce qu'on n'en a pas fini avec ça. Le deuxième point, pour rebondir sur ce que tu dis, Martin, par rapport aux stéréotypes, moi ce que j'aime dans ce film, c'est en fait quelque chose qui est démontré sans que ce soit jamais dit, mais en fait tout le reportage le dit. C'est une posture très claire et définitive sur la question de l'essentialisme de la différence entre les hommes et les femmes, et sur le fait que la démonstration est faite dans tous les exemples que si les compétences n'ont pas de sexe, c'est parce que le cerveau n'a pas de sexe. Voilà. Et ça, c'est fondamental à comprendre, parce que tant qu'on n'aura pas une éducation claire là-dessus, on continuera à laisser entendre qu'il y a des différences qui sont programmées, qui sont génétiques, et que de toute façon, comme c'est dans cette vision essentialiste, on n'y peut rien, et qu'on ne pourra jamais rien y faire, parce que ça nous met tous dans une posture fataliste. D'accord ? Le premier travail, je reviens sur ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, sur l'éducation. Le premier travail, il est à faire sur l'éducation. Juste un exemple, on a fait une grande étude il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, et on a posé la question, parce que ça m'intéressait par curiosité intellectuelle, aux managers. On leur a dit, d'après vous, quelle est la part des gènes sur les compétences professionnelles ? Quel est l'impact des gènes sur les compétences professionnelles? Et les managers nous ont dit environ 40%. 40% des compétences professionnelles sont programmées par les gènes. Si vous ne faites pas un travail de fond, de compréhension, que c'est une aberration, et que même si des siècles, les philosophes le disent il y a des siècles, et les neuroscientifiques le démontrent tous les jours depuis 20 ans, tant qu'on n'aura pas admis ce constat-là, on reste dans le danger et dans la menace qui est sans arrêt, cette espèce de vague qui reviennent sur l'idée qu'on aurait d'un cerveau qui est programmé pour faire de la RH, et un autre cerveau qui est programmé pour être ingénieur en aéronautique. Et c'est ça, les fondations sur lesquelles il faut se baser avant d'aller faire le reste, parce que c'est ça qui fait que les stéréotypes persistent, et que finalement, les stéréotypes n'ont pas tellement changé en plusieurs dizaines d'années. Les lois ont changé, mais les stéréotypes restent, parce qu'il y a encore cet archaïsme profond, sociétal, dans une société dite civilisée, que ce serait le cerveau qui nous programmait à avoir tel ou tel métier. Peut-être quelques mots pour construire sur ce qu'on a déjà dit sur la collaboration et alors la mixité. Je pense que ce sont des notions qui nous remettent vraiment très très fortement en question, quoi. En tout cas, moi je ressens ça. Et certainement que la mixité nous remet encore beaucoup plus en question que la collaboration. Donc déjà, pour travailler la collaboration en entreprise, passer d'un modèle un peu hiérarchisant vers un modèle collaboratif, déjà c'est dur. Mais alors quand on veut pousser la mixité en entreprise, c'est encore plus dur, parce que les résistances sont encore plus profondément en nous. Chez Poult, moi je l'avais attaqué d'une manière très pragmatique. Moi j'avais dit qu'en fait
partout dans l'entreprise, n'importe quel poste, logiquement, devrait pouvoir être occupé par un homme ou une femme. Et donc, chez nous, essentiellement dans les usines, les femmes, il y en a beaucoup dans le conditionnement. Au niveau des pâtissiers, en général, il n'y a que les hommes. Et pourquoi? Parce que c'est un moment où il y a beaucoup de ports de charge. Et donc, moi, j'avais dit, voilà, justement, il faut que n'importe quel poste puisse être occupé par un homme et par une femme, et que justement, cette mixité va nous faire même progresser dans les conditions de travail. Donc, j'avais attaqué un peu par cet axe-là. Voilà. Merci. Peut-être on va... Oui Juste... Excusez-moi, juste une réflexion. C'est que très souvent, on veut faire bouger les choses par la norme. Et moi, dans mon organisation, si vous voulez, c'est toujours darwinien, c'est-à-dire c'est par l'exemple. Et ce que je voudrais dire, c'est que le film que Martin Messonnier vient de nous donner est beaucoup plus l'élément qui va changer les choses. Parce qu'il a montré des exemples qui nous parlent à tous. On a entendu des choses qui, effectivement, nous amènent à dire il faut faire changer les choses, mais non pas par la loi, mais par l'exemplarité. Et dans notre organisation, nous avons des gens qui font que journalistes, c'est-à-dire qui sont là pour tous les exemples positifs, ou même négatifs d'ailleurs, pour ne pas les répliquer, sont utilisés pour justement petit à petit faire norme, mais selon un principe darwinien, c'est-à-dire en partant de la réalité du terrain et des exemples. Et donc merci Martin d'avoir fait un tel film, parce que je pense que c'est ça qui va développer cette mixité. Madame, Oui. Donc déjà aussi merci Martin pour ce film. Il représente vraiment le fonctionnement chez Hervé Thermique où en fait on parle de mixité, mais chez Hervé Thermique c'est aussi où on accepte la différence. C'est ce qui fait la force. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'on parle beaucoup de l'entreprise. Dans l'entreprise, il faut faire ça. Mais moi je pense que c'est dès le début, en fait, dès l'enfance, dès l'éducation nationale. Je suis convaincue qu'on pourrait déjà améliorer en fait dès l'enfant. Moi, je vois de mon niveau, mon enfant de 8 ans qui rentre à l'école et qui dit ouais, j'ai un copain, il m'a dit que les filles étaient moins intelligentes. Enfin, c'est quand même dingue de notre monde où on entend ce genre de choses. Ou ma fille qui dit je peux pas jouer avec ce jeu, c'est un jeu de garçon. Enfin, donc voilà, je pense que ça serait un bon moyen de aider dans la mixité. Et puis aussi, je pense qu'on n'en a pas parlé, sauf dans ton film, c'est au niveau des médias. Enfin, franchement, je pense qu'il y a vraiment du gros boulot là-dessus. Bien sûr, et c'est un des domaines d'ailleurs, les médias, où l'inégalité est la plus importante, hein, vous devez le savoir, sur la question justement de la parité homme-femme. Peut-être un témoignage de la part d'Antoine, on a la chance de vous avoir parmi nous. Un témoignage sûr. Non mais, un témoignage sur quoi ? Un témoignage sur le sujet, comment avancer finalement. En fait, on est en train de peut-être clôturer ce débat, hein, parce qu'on ne va peut-être pas rester jusqu'à minuit ce soir, mais peut-être comment faire avancer. Ça serait quoi le pas d'après, selon vous, pour... Alors nous, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit sur l'importance des stéréotypes. Dès qu'on travaille sur le sujet, on se prend la question des stéréotypes en pleine figure, bien sûr. Mais néanmoins, nous, ce qu'on voit, et c'est ce à quoi on s'attache, notamment dans le réseau Happy Men Share More, c'est à changer le travail, à changer l'organisation du travail et les pratiques managériales. Parce qu'en fait, elles sont discriminantes, mais on ne le voit pas. Elles sont discriminantes parce qu'elles répondent à une norme masculine. Elles ont été construites pour des hommes, et notamment pour des hommes dont la femme assure l'intendance familiale. Et ça, c'est très vrai dans les postes à responsabilité. Et ça, il faut le changer. Et on peut le changer. C'est pas sorcier. Il suffit de regarder à chaque fois, dès qu'on perd des femmes à une nomination, pourquoi est-ce qu'elles sont parties? Ou pourquoi elles ne se sont pas présentées à un poste? Par exemple, truc tout bête, hein, dans la plupart des entreprises, quand vous arrivez au stade manager ou à un stade de manager, vous avez une semaine de formation où on réunit tous les nouveaux managers, et puis on les emmène au Club Med, dans un château, peu importe. Ils sont une semaine ensemble, c'est super, ça fait un team building magnifique, les gens sont ravis, partent une semaine en vacances. Ils ont 2 superbes intervenants, c'est génial. Quand on fait ça, on perd en moyenne 35% des femmes éligibles.
Parce que statistiquement, elles ne peuvent pas y aller aussi facilement que les hommes. C'est tout bête, hein. Quand vous dites, dans un comité... Alors, et en fait, ça on peut le changer, hein. C'est pas sorcier. Vous faites, au lieu de faire une semaine bloquée, vous faites une journée par semaine pendant un mois. Ça marche très bien, et vous perdez personne. Quand vous dites que, et je connais plusieurs entreprises où c'est le cas, quand vous dites que pour accéder au poste de CODIR ou de COMEX, il faut avoir fait 5 postes en province ou 5 postes à l'étranger. Vous perdez 95% des femmes. Parce qu'en France, et dans pas mal de pays aujourd'hui encore, les femmes suivent leur conjoint et pas l'inverse, beaucoup moins l'inverse. Donc en fait, vous perdez toutes les femmes. Comment on change ça? Ben, c'est tout bête. Au lieu d'avoir la norme de 5 postes, il y a des personnes qui ont fait un poste, parce que c'est super intéressant d'avoir passé 25 ans au même endroit, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5, d'autres 7. C'est pas le problème. On peut repérer le potentiel entre 30 et 35 ans. On peut aussi élargir concernant et même ne pas avoir de période pour repérer le potentiel. Les temps sociaux dans l'entreprise qui sont si importants pour expliquer une nomination, on crée des amitiés, on crée des liens. Ils sont toujours le soir. Toujours. Ils sont en général entre 19h et 20h, 21h. Qui y a dans ces temps sociaux? Massivement des hommes, évidemment, parce qu'ils ont un temps qui est moins contraint statistiquement que les femmes. Mais ça peut se changer. Quand on décide de faire ces temps sociaux, le vendredi midi, on bouffe tous ensemble à midi, etc., eh bien ça marche, on les fait pendant le temps de travail. Ou une journée par mois dans l'entreprise, on fait systématiquement un temps social, on part une journée ensemble, voilà, enfin on part où on reste d'ailleurs, enfin bon, c'est une journée de temps social, et ça marche. Ça marche. On voit dans les nominations que ça marche. Et en fait, il y a plein de pratiques managériales qui paraissent notamment aux hommes qui ont ce pouvoir de les changer, qui paraissent juste normales, parce que bah, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, pour qu'on changerait, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas le choix. Mais si, il y a le choix. Mais bien sûr que si, il y a le choix. Il faut regarder. Chaque fois qu'on perd des femmes à une nomination, il faut regarder pourquoi. Il ne faut pas se dire, elle s'en va parce qu'elle est mère de famille, elle veut s'occuper de ses gosses. Ce n'est pas ça la raison. Quand on interroge ces femmes, elles ne disent pas ça. Elles disent que c'est trop compliqué. Ça fait 5 ans qu'elles bossent, qu'elles font tout dans un stress maximum. Dès qu'il y a un événement qui se passe, tout le système s'effondre. Donc au bout d'un temps, elles en tirent les conséquences. Pardon. Donc en fait, c'est ça qu'il faut changer. Hein. On peut changer l'organisation du travail, il suffit de voir que l'organisation, elle est normée pour les hommes. Elle n'est pas faite pour les hommes et les femmes. Et je crois enfin que le gros intérêt de changer ça, c'est que non seulement ça va permettre de valoriser tous les talents, beaucoup mieux, langage qu'entendent les entreprises, mais aussi que pour les hommes et les femmes, pour les femmes et pour les hommes, c'est la possibilité de construire un travail qui fasse qu'on puisse être dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, engagé dans les deux, et pas l'un ou l'autre. Et on est encore trop l'un ou l'autre. C'est ça qu'il faut changer, et on peut le changer. C'est pas aussi sorcier qu'on l'imagine. Il faut juste prendre le problème du bon côté par la bonne porte. Merci beaucoup. S'il n'y a pas peut-être de questions aussi, ou une intervention, madame ? Voilà, peut-être que c'était pas le meilleur créneau. Voilà. Ok. Bon, merci à tous. Peut-être Martin, est-ce que tu veux... On en reste là. Tu nous parles de ton prochain film. Non, bon. Donc. Remercier le festival. Non. Voilà. Mais je veux quand même remercier le festival Atmosphère parce que c'était vraiment sympa de nous avoir offert cette projection. Voilà. Voilà, en tout cas, merci. Moi, je suis très heureux d'avoir justement ces invités prestigieux et qui ont. Enfin, je pense qu'on parle de sujets vraiment importants. C'est des sujets qui clairement sont rébarbatifs pour beaucoup de médias, c'est des sujets compliqués à expliquer parce que il y a beaucoup d'hommes que ça n'intéresse pas, il y a beaucoup de femmes que ça n'intéresse pas non plus. En fait, alors je pense que c'est je pense qu'il faut en parler et pousser ce sujet jusqu'à ce qu'on arrive à des changements. Voilà. Merci à tout le monde.